Bonjour à tous. Je vais essayer de vous garder éveillés en ce début d'après-midi, après la pause méridienne, pour vous parler d'apprentissage profond pour la reconstruction d'images en imagerie par résonance magnétique dans un contexte d'acquisition compressée ou comprimée. Donc d'abord, en guise d'introduction, je vous montre ces magnifiques images d'IRM acquises à très haute résolution, comme vous pouvez le constater ici, 120 microns en résolution planaire, 600 microns en épaisseur de coupe. Mais la difficulté, c'est que ce temps d'acquisition correspond à 50 minutes. Il est donc évidemment inenvisageable d'utiliser un tel protocole d'acquisition chez des patients qui bougent dans l'IRM et ce qui générerait des artefacts dans les images. En effet, comme nous l'avons vu ce matin, les données d'IRM sont acquises dans ce qu'on appelle l'espace K ou en première approximation l'espace de Fourier, point à point le long de trajectoires rectilignes ou plus complexes comme des courbes, et l'image est reconstruite alors par une simple transformée de Fourier inverse. La question est donc comment accélérer le temps d'acquisition, le temps d'examen. Tout simplement, on va chercher à minimiser le nombre de mesures, à sous-échantillonner cet espace K. Évidemment, on pourrait procéder d'abord par un sous-échantillonnage en considérant que les fréquences centrales, c'est-à-dire l'information basse fréquence dans l'image. Mais si l'on applique le même procédé, on reconstruira juste une image du contraste du fond de l'image, sans détail. À l'inverse, si on n'acquiert que les bords de l'espace K, nous obtiendrons que les détails dans l'image de composante haute fréquence. Une stratégie peut-être plus ambitieuse consisterait à sous-échantillonner une ligne sur deux de l'espace de Fourier, mais dès lors, vous voyez que l'on se heurte aux critères de Shannon-Lindquist, c'est-à-dire que nous allons avoir des artefacts de repliement qui vont apparaître sur le long de la direction sur laquelle on opère un sous-échantillonnage. Tout ça est lié évidemment à la théorie de l'échantillonnage linéaire. Néanmoins, cette approche a été utilisée dans la littérature dans un contexte d'imagerie parallèle où l'on cherche en fait à acquérir la même image mais sur un réseau d'antennes et non plus une seule antenne comme ici sur la figure, et avec l'hypothèse que chaque petit élément d'antenne va voir seulement une partie de l'objet à considérer, ici le cerveau. Et en reconstruisant donc une image par canal, évidemment aliasée, on va chercher ensuite à inverser ce processus de recouvrement en reconstituant une image à champ de vue complet à partir de l'ensemble des canaux de l'antenne considérée. Cette stratégie a donné de très bons résultats. Elle opère depuis 20 ans en clinique, ça s'appelle l'imagerie parallèle, et elle permet des réductions de temps d'acquisition d'un facteur 2 ou 4 en sous-échantillonnant les lignes de l'espace de Fourier d'un facteur 2 ou 4. Mais elle atteint sa limite sur de tels facteurs. Et si l'on cherche à faire de l'imagerie à haute résolution, il faut aller plus vite. C'est pourquoi, dans cet exposé, je vais vous parler d'abord d'échantillonnage compressif ou d'acquisition comprimée, en faisant un rapide tour de l'état de l'art du point de vue de l'acquisition et ensuite en mettant en exergue les contributions qu'on a développées, qui s'appellent sparkling. Dans un deuxième temps, je brosserai plutôt un état de l'art des tendances actuelles en apprentissage profond pour le problème d'imagerie de reconstruction en IRM, et je positionnerai là où on cherche à contribuer dans l'avenir proche. Donc l'échantillonnage compressif en IRM va reposer en fait sur 3 piliers complémentaires. Un pilier qui consiste à opérer un sous-échantillonnage incohérent, on va dire pseudo-aléatoire de l'espace de Fourier pour simplifier, donc à distribuer un peu de façon aléatoire des points dans cet espace. Ensuite, à exploiter une propriété de parcimonie de l'image dans une base appropriée et à opérer une reconstruction cette fois non linéaire qui va promouvoir cette parcimonie à l'étape de reconstruction. D'abord, je vais me concentrer sur le premier pilier concernant l'acquisition, pour lequel les résultats dans la littérature ont mis en évidence 2 propriétés importantes. La première, 2 propriétés importantes pour garantir une reconstruction exacte de l'image. La première, opérer un échantillonnage dit à densité variable qui va favoriser les basses fréquences au détriment des hautes fréquences. Donc on échantillonnera plus souvent le centre que les bords de l'espace de Fourier. La seconde, moins connue, mais tout aussi nécessaire, éviter ce genre de configuration d'amas de points dans un endroit, de trous dans un autre, c'est-à-dire atteindre une couverture localement uniforme de cet espace de Fourier.
Pour satisfaire les contraintes, les gens classiquement en IRM et les constructeurs d'IRM à travers leurs séquences opèrent ainsi. Sachant que l'échantillonnage en IRM est piloté en fait par une cinématique ici des trajectoires fonction du temps qui consiste à intégrer des courants de champ magnétique qui passent dans des bobines de gradient. En général, on se déplace dans cet espace de Fourier, soit le long de trajectoires rectilignes, soit en zigzag, soit sur des segments radiaux, soit le long de spirales. Et donc la stratégie classique pour faire du compress sensing consiste en fait à sous-échantillonner ces trajectoires prédéfinies. C'est ainsi qu'on a vu apparaître dans l'exposé ce matin de Yann Lequin un sous-échantillonnage à densité variable comme celui-ci, ou on pourrait faire de même avec un échantillonnage spirale à densité variable. Tous ces schémas sont soumis à des contraintes dites cinématiques qui représentent en fait les contraintes matérielles sur le système de gradient de la machine. Avec ces résultats et avec les outils classiques de l'optimisation convexe mais non lisse, on peut reconstituer l'image originelle à partir des données acquises dans cet espace de Fourier. Donc ici, on a représenté par exemple des trajectoires prototypiques, en utilisant le fait que cette image, dans une décomposition par exemple ici en ondelettes appropriées, va être représentée par un grand nombre de coefficients nuls. Les coefficients non nuls apparaissant ici en blanc sur fond noir, dans les directions, on va dire diadiques, donc verticales selon l'axe vertical, horizontales selon l'axe horizontal et en diagonale ici. Et les résultats théoriques ont montré qu'on pouvait reconstituer cette image en minimisant ce type de critères pénalisés, un terme d'attache aux données entre les mesures Y et l'objet X qu'on cherche à recouvrer, et un terme qui va promouvoir la parcimonie dans cet espace transformé en ondelette, par exemple avec une pénalisation en Ormélin. Les différents constructeurs ont pu mettre au point différentes stratégies d'acquisition pour différentes applications, par exemple l'angiographie. Chacun a fait des communiqués de presse ces 2 dernières années pour dire qu'ils avaient obtenu l'agrément de la FDA aux États-Unis pour leurs systèmes de compress sensing qui sont désormais vendus comme produits de façon attachée au scanner. Maintenant, nous allons voir comment nous avons contribué à ce domaine-là pour aller plus loin et proposer des facteurs d'accélération bien plus importants, que ce soit pour l'imagerie 2D ou l'imagerie 3D. Pour ce faire, je ne rentrerai pas dans les détails mathématiques, mais même si je sais qu'il y a des mathématiciens dans la salle, mais on va chercher en fait à résoudre un problème d'approximation d'images en quittant le monde de l'IRM pendant 1 minute. L'idée va être, si je vous considère ici que c'est en quelque sorte ma densité d'échantillonnage, le lion, une image continue, je vais chercher à approximer cette image continue par un ensemble de points, à l'instar de ce que produirait une imprimante à jet d'encre. L'idée qu'on cherche, le problème qu'on cherche à résoudre est donc le suivant: quelle est la configuration, la position des points optimale pour minimiser au mieux l'écart à cette image originale? En fait, si vous plissez un peu les yeux et que vous regardez suffisamment loin l'image, vous allez exactement reproduire ce phénomène de convolution par un noyau gaussien. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les réseaux de neurones sont convolutifs. On mime les propriétés du système visuel. Vous allez voir que les 2 objets, donc c'est ce que j'ai fait à la main, convergent l'un vers l'autre, et notamment si on augmente la variance de la gaussienne. Et donc, en quelque sorte, en résolvant ce problème d'optimisation qui consiste à trouver la configuration des points K dans l'espace ambiant tel qu'on minimise la distance entre les 2 objets convolués, eh ben, je peux retrouver ce nuage de points. Maintenant, vous me direz, en IRM, on échantillonne des points selon des trajectoires et non pas de façon complètement indépendante. Donc, ce que nous avons proposé dans des articles mathématiques, c'est de résoudre ce problème d'approximation sous contrainte cinématique de l'IRM, en reproduisant la Joconde avec des courbes qui suivent directement les contraintes convexes modélisées au début de mon exposé. Maintenant, la question a été comment j'adapte ce cadre-là à l'échantillonnage compressif en IRM. J'ai cherché à appliquer la même recette, mais cette fois en considérant
une densité d'échantillonnage cible dans l'espace de Fourier, donc à décroissance radiale en allant du centre vers les bords, pour produire ce type de trajectoire qui s'appelle sparkling, pour dire un algorithme de projection, en gros, pour l'échantillonnage rapide de l'espace K. Le principe est simple, en fait. On initialise l'algorithme avec une trajectoire candidate et on va optimiser la fidélité vis-à-vis de la densité cible tout en respectant les contraintes cinématiques. Derrière, on résout des problèmes d'optimisation complexes, mais on converge vers ce type de configuration. Et avant même d'investiguer le problème de reconstruction d'image, on peut qualifier la qualité du schéma d'échantillonnage en mesurant ce que l'on appelle sa fonction d'étalement de points, ou point spread function en anglais. Ici, le fait qu'on obtienne un Dirac nous montre qu'on est proche de la perfection, à l'inverse des schémas radio dont on sait qu'ils produisent des artefacts prototypiques. Dès lors, on a voulu appliquer de façon prospective et non pas rétrospective, c'est-à-dire en implémentant des vraies séquences d'imagerie sur un scanner à 7 Tesla, pour tester ces idées et voir leur performance. Donc les résultats que je vous présente ici, ce sont des résultats acquis ces 2 dernières années, sur de l'imagerie pondérée en T2 étoiles pour les spécialistes, chez des sujets sains, donc imagerie in vivo, sur un scanner à 7 Tesla, avec une imagerie cartésienne de référence, où l'on a acquis 11 coupes en 4 minutes 42 secondes. Cette fois avec un facteur d'accélération, donc seulement un temps d'acquisition de 14 secondes pour les 11 coupes. Vous voyez que la distance entre les 2 images est très faible. Le schéma équivalent en radial, avec le même facteur d'accélération, où l'on voit les artefacts qui sont vraiment significatifs, et le schéma spiral aussi équivalent, où l'on voit aussi les problèmes d'erreur ou d'inhomogénéité de B0 apparaître. Donc ces résultats 2D étaient encourageants pour aller plus loin, et nous avons étendu cette idée-là à l'imagerie 3D, pour cette fois acquérir non pas des données coupe par coupe, mais des volumes directement, notamment dans des contextes applicatifs importants tels que l'imagerie pondérée en susceptibilité pour le diagnostic de pathologie des petits vaisseaux. Et donc, on a voulu se comparer à l'état de l'art avec une approche spirale radiale et l'approche originelle de Michael Lustig, qui consiste à échantillonner des points de façon indépendante en 2D et faire le readout, c'est-à-dire la lecture des données dans la 3e direction orthogonale. Et là, vous voyez que notre approche, donc, pour un temps d'acquisition déjà accéléré d'un facteur 4 par les techniques d'imagerie parallèle classique, donc on est à 14 minutes 31 secondes pour une imagerie in vivo à 600 microns, ex vivo à 600 microns. L'approche sparkling nous a donné un score de similarité en structure, donc une mesure de qualité image, très proche de 1, donc très proche de la perfection, on va dire, 0,86, contre 0,72 pour le radial ou 0,58 pour l'approche originelle de Michael Lustig. Bien sûr, on peut faire mieux et on travaille aussi à l'amélioration de cette séquence, mais l'on voit quand même que le cervelet est très fidèle à l'image originelle, pour in fine un facteur d'accélération proche de 70 par rapport à une imagerie cartésienne non accélérée. Donc ça, c'est aussi pour dire que pour des vertus de recherche reproductive, nous développons aussi des outils pour la reconstruction d'images qui visent non seulement je dirais à publier des articles, mais à fournir aussi le code pour la reconstruction et l'acquisition en partie, pour les disséminer dans la communauté. Donc avec ces approches-là, on a vu qu'essentiellement, on pouvait drastiquement réduire le temps d'acquisition avec le compress sensing. En revanche, le temps de reconstruction s'allonge, et notamment quand on va vers l'imagerie à haute résolution. Pour vous donner un ordre de grandeur, en imagerie 3D, ça peut prendre facilement plusieurs heures. Par ailleurs, les critères que je cherche à minimiser reposent sur des hypothèses fortes, des a priori choisis, comme le choix de transformer en ondelette ou de variation totale pour fixer la parcimonie, et requiert également le réglage de paramètres de régularisation. Donc pour lever ces difficultés, la communauté, depuis 3 ans, s'est emparée des techniques d'apprentissage profond
pour la problématique de la reconstruction d'images. En particulier, comme je vous l'ai dit, pour aller vers l'imagerie à très haute résolution, ici une illustration dans le contexte de la maladie d'Alzheimer où l'on voudrait pouvoir localiser les plaques amyloïdes qui sont finalement à l'échelle d'une centaine de microns, ou dans un autre contexte pour chercher à reconstruire simultanément ou en tout cas conjointement différents contrastes d'imagerie correspondant à différentes pondérations, T1, T2, etc., permettant d'accéder à des informations complémentaires sur la structure des tissus, ou alors pour améliorer la résolution temporelle en imagerie dynamique, par exemple, que ce soit en imagerie cardiaque, en imagerie avec un agent de contraste pour diagnostiquer des tumeurs, en angiographie dynamique ou en IRM fonctionnel pour analyser l'activité cérébrale. Tout ça ayant pour but, in fine, de réduire, enfin d'accroître plutôt le débit de production des données sur la machine, et donc de réduire le coût d'examen. Si on refait un bref récapitulatif de l'apprentissage profond ces 3 dernières années, on a vu apparaître des premiers travaux courant 2016 qui d'abord travaillaient dans l'espace image. Donc cela veut dire qu'il y avait une reconstruction initiale qui était opérée avant ensuite de proposer des architectures d'abord de type perceptron multicouche pour, en séparant les canaux parties réelles et parties imaginaires, pour reconstruire des images complètement échantillonnées. Puis progressivement, les gens se sont quand même réalisé qu'il fallait en fait proposer des formulations à partir des données brutes, donc de l'espace K, pour reconstituer les images originales. Et notamment ce travail entre NYU et l'Université de Graz en Autriche. Et enfin, aussi cette contribution intéressante, où là, cette fois, on a voulu en quelque sorte s'affranchir des opérateurs de la physique pour reconstituer l'image à partir des données brutes, mais au prix, on va le voir, d'un coût de calcul plus important. Donc ce que j'ai voulu faire rapidement, c'est vous hiérarchiser l'information disponible dans la littérature. Donc on trouve 4 grandes classes d'approches, ce qu'on appelle les techniques d'apprentissage dans l'espace image, donc qui opèrent, comme je vous l'ai dit, une transformée de Fourier d'abord inverse pour finalement opérer une opération de débruitage. Des techniques hybrides qui vont itérer en fait un débruitage dans l'espace image et un débruitage dans l'espace de Fourier. Des techniques avec une transformation de domaine qui apprennent l'opérateur de transformation pour passer des données à l'image, et des techniques qui opèrent uniquement dans l'espace des capteurs, c'est-à-dire qui débruitent dans l'espace de Fourier uniquement. Si on cherche à les voir sous un autre angle, ces méthodes, on peut dire elles sont tirées par les données en ce qui concerne les premières, donc image domain et transform domain, et tirées par des modèles pour ce qui concerne les approches hybrides et qui opèrent dans l'espace des capteurs. Donc j'ai pris quelques exemples significatifs. D'abord sur l'apprentissage dans l'espace image. L'objectif dans ce genre de formulation, c'est effectivement d'opérer un apprentissage supervisé, donc avec des données complètement échantillonnées, des images correspondantes, de faire un sous-échantillonnage rétrospectif des données, et ensuite d'entraîner un réseau en cherchant à estimer les poids d'un réseau convolutionnel, par exemple avec une structure en U, comme on l'a vu ce matin, qui a des bonnes propriétés pour débruiter les images, et dont les premières applications datent maintenant d'il y a 4 ans. Donc on va chercher à minimiser en quelque sorte une fonction de coût pour minimiser une erreur entre l'image prédite par le réseau et la vérité terrain qu'on connaît. L'intérêt de ce travail, c'était qu'en fait, il mixait en fait, des informations qui pouvaient venir du scanner et de l'IRM. Et de montrer, par exemple, qu'en entraînant un réseau avec des données CT, si on disposait de données patients CT, on pouvait déjà accéder avec un minimum d'adaptation à des informations pertinentes par rapport aux images de référence et par rapport à une reconstruction d'ordre 0. Évidemment, si on avait d'autres données d'IRM complémentaires, on pouvait améliorer significativement la situation. On en a brièvement parlé ce matin également, mais on a vu aussi apparaître plus récemment encore
ce qu'on appelle les réseaux GAN, donc, qui sont des réseaux en fait, génératifs contradictoires, dans lesquels en fait, on va combiner deux réseaux. Un réseau qui est un modèle génératif d'image IRM et un réseau qui va prendre une décision. Ces réseaux génératifs ont été utilisés notamment en super résolution en images ou en déconvolution, donc en restauration d'images, car ils ont une faculté à capturer des informations haute fréquence, des textures dans l'image. Ils vont donc être capables de débruiter correctement des solutions initiales. En revanche, on ne sait pas du tout si ces images vont être compatibles avec les données. Donc on peut projeter ces solutions sur l'espace affine des données pour voir si elles sont compatibles. Et ce réseau décisionnaire permettra de dire si oui ou non les fausses données sont fausses ou sont réellement observables à partir du scanner. Et donc, sur ces travaux, on voit bien que par rapport, donc dans l'imagerie de la paroi abdominale, on voit bien que ces réseaux GAN récupèrent les structures longiligne et très fines par rapport à une reconstruction classique du compress sensing. Donc, ce travail plus ambitieux sur l'apprentissage par transformation de domaine, donc, a fait l'objet d'une publication dans Nature l'année dernière. Il est plus ambitieux dans la mesure où il cherche finalement à s'affranchir des opérateurs de Fourier pour passer des observations aux images. Et en fait, il cherche à apprendre une bijection entre deux sous-espaces, qui sont deux sous-variétés, entre l'espace des capteurs et l'espace des mesures en IRM. Pour y parvenir, la seule façon de faire, c'est d'utiliser cette fois des réseaux qui ne sont pas convolutifs, mais qui sont complètement connectés, tout simplement parce qu'un petit déplacement dans l'espace des observations, donc dans l'espace des fréquences, peut induire une grande variation dans l'image. Donc, les hypothèses des réseaux convolutifs ici ne peuvent pas s'appliquer. Et si l'on observe les résultats sur ce type de reconstruction, on voit que l'algorithme AutoMap est très robuste à différents schémas d'acquisition, différents facteurs de sous-échantillonnage comparativement aux approches alternatives. Par ailleurs, il permet aussi de reconstituer des images de phase qui sont très fidèles, puisque n'oublions pas, en IRM, on a l'information de module, mais aussi l'information de phase. Peut-être, donc, venons-en maintenant aux approches orientées modèles. Et ces approches orientées modèles, en fait, elles ont vu le jour simplement en réinterprétant les algorithmes d'optimisation et en déroulant les différentes itérations des algorithmes d'optimisation, où chaque itération, en fait, est représentée par une couche du réseau. C'est comme ça qu'on a pu réinterpréter des algorithmes classiques, comme la méthode des multiplicateurs de Lagrange, par exemple, qui repose sur 3 étapes, une étape de reconstruction d'image, une étape de débruitage et une étape de mise à jour de ces multiplicateurs, qu'on voit ici comme les 3 éléments clés d'une couche d'un réseau de neurones. Et ça permet en fait d'apprendre un modèle a priori de l'image de façon non supervisée, de façon automatique, c'est-à-dire apprendre les paramètres de régularisation, mais aussi les filtres convolutifs qui s'appliquent pour obtenir une représentation parcimonieuse. Et donc on obtient de très bons résultats avec ce type d'approche. Donc c'est les travaux qui ont été aussi cités ce matin sur l'IRM de genou, puisqu'on retrouve les altérations au niveau du ménisque de façon très, très fiable. Enfin, on peut aller plus loin en cherchant à combiner un débruitage au niveau de l'espace de Fourier et un débruitage au niveau de l'espace image, et donc en couplant deux réseaux. Et c'est ce que font les deux approches recensées dans la littérature, ici Kikinet, qui opère ces deux étapes, avec une étape d'évaluation de la consistance des données après le débruitage dans l'espace image. Et l'on voit encore que cette approche en fait, est plus compétitive que les approches opérant un débruitage dans un seul des deux espaces. Et donc, ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est de généraliser ce type de méthode, mais notamment pour prendre en compte des schémas d'acquisition non cartésiens, tels que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, Sparkling, donc d'utiliser des opérateurs de NFFT, d'être aussi robuste aux variations d'intensité du champ magnétique type B0, ce qui nous permettra, notamment à très haut champ magnétique, de faire de l'imagerie 3D avec un minimum d'artefacts et de combiner l'imagerie parallèle. Donc, avec le machine learning, on peut atteindre à la fois une reconstruction d'images de haute qualité
en un temps très court, typiquement 2 ordres de grandeur plus courts que les temps de reconstruction en CS. Donc, ça peut être une centaine de millisecondes par rapport à 10 secondes en imagerie 2D, par exemple, et d'obtenir des modèles interprétables. Avec cela, je voudrais conclure mon exposé en vous rappelant donc que du point de vue de l'acquisition, oui, les stratégies d'échantillonnage compressif permettent de gagner non seulement en temps d'examen, mais aussi d'aller vers de la plus haute résolution en termes d'imagerie. Et nous travaillons actuellement à l'extension de l'approche sparkling que je vous ai présentée sur d'autres types de contrastes pour l'imagerie 4D notamment. Que les approches d'apprentissage profond pour la reconstruction d'images permettent actuellement d'obtenir des résultats sans précédent en imagerie 2D, mais nécessitent aussi d'être étendues pour l'imagerie 3D, 4D, et qu'en fait, la prochaine étape, qui a été aussi entreaperçue dans l'exposé d'Yann Lequin ce matin, c'est en fait de faire de l'apprentissage auto-entraîné, mais où on viserait finalement à optimiser conjointement le schéma d'acquisition avec le schéma de reconstruction. Merci pour votre attention.